Quand on parle d'environnement, c'est toujours pour l'aborder de manière négative. On ne voit aucune solution a priori pour la réduction du CO2, pour la suppression du plastique, pour savoir ce que nous allons manger demain, pour réduire la température de l'océan et par là même la température sur Terre. Et pourtant, mon invité du jour a une solution qui a été ignorée et mal explorée en Occident. Alors évidemment, ce n'est pas une solution qui va tout résoudre, mais c'est une solution qui est ultra intéressante et surtout accessible. Vincent Domezzel, il a débuté à l'Agence française du développement et en fait, il s'est rapidement tourné vers l'agroalimentaire et il est désormais le conseiller senior aux Nations Unies pour les océans et la nourriture. Mais il est également le directeur du programme d'alimentation à la Lloyd Foundation. Et enfin, il vient de sortir un ouvrage que vous devriez courir acheter. Ça s'appelle La Révolution des algues aux éditions de l'Équateur. Donc vous l'aurez compris, avec Vincent, on va discuter d'une solution qui est les algues. C'est un truc auquel on ne pense jamais. On a plutôt même une mauvaise image des algues a priori, puisqu'elles polluent nos plages, en particulier en Bretagne, mais aussi aux Antilles. Mais là, en l'occurrence, on va se rendre compte que les algues, ce sont des organismes vivants qui sont à l'origine du vivant. Et en fait, elles pourraient nous aider à résoudre vraiment en grande partie les problèmes qui sont devant nous. C'est assez fou et en même temps hyper intéressant. Donc je vous assure une conversation qui est ultra passionnante et en même temps accessible. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, ça va super. On va parler des algues. Et toi, tu es un défenseur des algues. Et pourtant, quand on entend parler des algues, en général, c'est plutôt de manière négative. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on en a quand on va à la mer, quand on va à l'océan, c'est plutôt une expérience négative. C'est pas agréable de marcher dedans. Parfois, ça sent mauvais quand on est aux Antilles, par exemple. Qu'est-ce qui est si intéressant dans les algues que tu souhaites les défendre ? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Les algues, c'est avant tout une des solutions les plus inexplorées pour répondre aux grands problèmes de notre génération, la faim dans le monde, le réchauffement climatique, la pollution, la perte de biodiversité, la pauvreté. Elles apportent des solutions nouvelles à tous ces problèmes-là. En effet, elles ont mauvaise presse dans la civilisation occidentale depuis environ 2000 ans. Pour revenir là-dessus, alors elles ont été absolument essentielles au développement de l'humanité et à notre état de sapiens. Savoir que si on a aujourd'hui un cerveau extrêmement gros par rapport à notre masse corporelle, c'est parce qu'on a mangé des acides gras polyinsaturés pendant des milliers de générations. Ces acides gras polyinsaturés qui sont, encore une fois, scientifiquement, c'est absolument avéré, le nutriment nécessaire à cette mutation génétique de notre cerveau, il ne se trouve que dans les algues et les huiles de poisson. Alors c'est marrant parce que moi j'étais convaincu que c'était lié au fait de manger de la nourriture cuite et que ça avait réduit la taille de notre mâchoire et que ça avait laissé de la place pour notre boîte crânienne. Ah non, ça c'est un autre effet. Mais alors ça c'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec des archéologues qui disaient que tout ça, c'est le rapport à la viande, donc une civilisation très carnée, très basée sur la chasse et puis l'élevage. Et en gros, ce que me disait l'archéologue, c'est que c'est aussi une vision, un point de vue du 19e siècle de présenter la société comme, en tout cas le sapiens, qui est devenu sapiens, qui n'est plus un singe, mais qui est un sapiens parce que, en effet, courageusement, les hommes allaient en meute et à force d'ingéniosité et de bravoure chasser le mammouth pendant que les femmes et les enfants restaient dans les grottes. Et qu'après tout le monde dévorait avec des grandes dents la viande, mais non, la réalité c'est juste que toutes les familles étaient le long du littoral et cueillaient des petites algues et des petits poissons et c'est comme ça qu'on est devenu sapiens. Et en fait on voit bien une rupture il y a 2000 ans à l'époque de Virgile et d'Aristote qui n'ont pas de mots plus terribles pour les algues. Enfin, ils ont vraiment des mots terribles. Aristote dit que les algues sont l'élément le plus vil de l'humanité. Virgile les place sur le plus bas niveau. Il y en a un qui ne sait plus lequel qui dit la mer déteste tellement les algues qu'elle les recrache sur la plage. Donc c'est vraiment... Alors ça s'explique assez bien. La Méditerranée, c'est pas une mer très intéressante pour les algues. Elle est polluée, elle est fermée. Il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas de grande marée, donc il y a rapidement des problèmes, potentiellement des problèmes d'invasivité, des problèmes de pollution d'algues. Et donc sans doute qu'il y a eu des soucis et que à la même époque, en Mésopotamie naît l'agriculture il y a 12 000 ans, donc on a une civilisation gréco-romaine qui se tourne
complètement vers la terre et qui délaisse complètement les océans. Et partout, cette civilisation, elle a été par la suite, elle a chassé, je dirais, les algues. On sait par exemple que les Vikings, s'ils allaient aussi loin dans leurs bateaux, c'est parce qu'ils savaient qu'il fallait prendre des algues dans les bateaux et que ça empêchait certaines maladies comme le scorbut par exemple. Les algues, elles sont très riches en vitamine C, bien avant qu'on découvre le lien entre vitamine C et scorbut et qu'on emmène des oranges et des citrons sur les bateaux. Les Vikings avaient compris qu'il fallait prendre des algues. Et voilà, les Gréco-Romains en arrivant ont effacé cette tradition. Et les Maoris de Nouvelle-Zélande mangeaient beaucoup d'algues avant que les Européens arrivent. Les aborigènes australiens mangeaient beaucoup d'algues. On sait qu'il y a 14 000 ans, au sud de l'Amérique, on mangeait beaucoup d'algues, puisque les plus vieilles traces de consommation d'algues en tant que nourriture principale, c'est il y a 14 000 ans au sud du Chili, dans la grotte de Monteverde, qu'elles ont été retrouvées. Donc les algues, elles ont toujours fait partie de notre histoire. D'ailleurs, nous sommes des descendants d'algues. Les algues, les premières algues unicellulaires qui sont nées sur Terre, c'est les premières formes de vie. Et tout a muté en fonction de ces premières microalgues qui sont nées. Les macroalgues, il y a 1,5 milliard d'années. Puis il y a un demi-milliard d'années seulement, il y a un type de macroalgues, les macroalgues vertes qui ont migré sur Terre, qui sont devenues les plantes. C'est pour ça que c'est aussi terrible de parler d'algues, parce que tout ce qui est algues, c'est tellement différent. Alors on parle même pas des cyanobactéries ou des spirulines. On parle de spiruline dès que je parle d'algues. Alors la spiruline qu'on appelle algue bleue, c'est ni une algue, en plus elle est verte, c'est une cyanobactérie, mais il y a des micro-algues, il y a des algues rouges, des algues vertes. Encore une fois, ces algues vertes, elles ont donné naissance au fil des millions d'années à toute la végétation qui existe aujourd'hui sur Terre. Et donc une algue verte, elle est beaucoup plus proche d'un fraisier, d'un framboisier ou d'un chêne que d'une algue rouge. Et la différence entre une algue rouge et une algue verte au niveau génétique, elle est plus grande qu'entre un champignon et un éléphant. Donc là, il y a une variété énorme, il y a une histoire énorme, mais tout ça, on l'a complètement oublié et perdu depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, elles ont mauvaise presse, les algues, pour répondre à ta question, essentiellement parce qu'elles sont le symptôme d'un problème qui est la pollution des sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sargasses dont tu parles aux Caraïbes, ou les algues vertes, c'est la même chose en Bretagne, ce sont les symptômes d'une surpollution des sols et d'une utilisation, je dirais, déviante de l'agriculture qui est devenue extrêmement intensive, la monoculture, avec des abus d'engrais, etc. Tous ces engrais, ces pesticides, ils finissent dans les océans. L'océan, il fait comme tout le monde, il déploie un système immunitaire quand il voit ça arriver. Son système immunitaire à lui, sa façon de se défendre et de protéger son biotope, c'est de créer plein d'algues, c'est de faire pousser des algues pour absorber les nutriments. Donc après, c'est un choix, et si on le subit en France, c'est parce qu'on a décidé, c'est un choix politique qui se comprend, qui est de ne pas valoriser le fruit d'une pollution. C'est-à-dire comment on va les dire aux éleveurs bretons de changer leurs pratiques si leurs pratiques génèrent des pollutions d'algues qui rapportent beaucoup d'argent quand elles sont récoltées. Ils vont nous dire, bah non, ça génère des revenus, on va pas changer, on va continuer à faire ce qu'on fait, n'importe quoi. Donc voilà, je le comprends. Après, c'est toujours l'analogie, quand on a un virus, ça sert à rien de prendre de l'effet algan seulement pour calmer la fièvre et de pas soigner le virus. Maintenant, ça fait du bien de prendre un effet algan parfois et ça n'empêche pas de soigner le virus. C'est marrant quand tu parles des algues, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un parler des champignons, tu sais, où c'était la grande découverte pour beaucoup de gens, les champignons et toute l'intelligence qu'il y a derrière cette plante, le fait qu'ils soient tous reliés, qu'ils relient les arbres, etc., etc. On a découvert énormément de choses. Il y a eu ce bouquin que tu connais sans doute sur les secrets des arbres, dont je me souviens pas le titre précisément, mais qui a vendu pas mal d'exemplaires en tout cas. Et là, ce que tu es en train de dire sur les algues, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ignore en fait. Mais alors, il y a une question qui me taraude néanmoins, c'est... dans l'histoire de l'humanité, on a toujours passé la connaissance, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, est-ce que tu le sais d'ailleurs ? Je sais même pas si tu le sais, mais pour qu'on perde cette connaissance entre les populations pré-grecques et puis les Grecs ou latins. C'est encore une fois, c'est le choix de l'agriculture. L'agriculture, elle a suffi pendant très longtemps. Elle a suffi à nourrir le monde. Oui, mais pourquoi abandonner un truc qu'on connaissait et qu'on utilisait au quotidien ? Tu sais ? Parce qu'encore une fois, la Méditerranée, elle était pas très apte à la culture d'algues. Encore une fois, tout ce qui est fermé, c'est pas apte à les algues. Elles sont cultivées très bien dans les océans ouverts, en Bretagne, dans la mer du Nord, au Canada. Ça, c'est très bien. Mais le berceau de la civilisation qui est la nôtre, il est très peu apte. Ce petit berceau en mer Méditerranée, il est très peu apte à la culture d'algues. Et donc c'est ça qui a fait que
progressivement, je pense, parce que même les Romains, il y a des traces d'utilisation d'algues comme dans des bains ou dans des choses comme ça. Il y avait des antiseptiques. Et après, on l'a retrouvé, l'algue, à chaque fois qu'il y a eu des crises. En fait, on a toujours retrouvé les algues au fil des crises. Au 19e siècle, quand l'Irlande meurt de faim, elle retrouve le chemin des algues. C'est-à-dire qu'elle se remet à manger des algues. Et d'ailleurs, ça lui est un peu, c'est pas forcément un service rendu aux algues, parce que aujourd'hui en Irlande, les algues, c'est un peu la nourriture du pauvre, quoi. C'est un peu le topinambour irlandais. Donc voilà, c'est le truc qu'on mange quand on n'a rien d'autre. Mais il y a plein d'autres, exemples. On ignore aussi, mais on a gagné la Première Guerre mondiale grâce aux algues. Ouais, tu me sors des phrases comme ça. Mais alors, en fait, la première utilisation massive occidentale de l'algue, c'est une histoire assez délectable, parce que Napoléon avait déjà pressenti qu'on allait pouvoir fabriquer de la poudre à canon avec des algues, de la potasse exactement. Il avait demandé au grand chimiste de l'époque, Bernard Courtois, j'adore les histoires, de chercher comment fabriquer de la poudre à canon avec des algues. Et Bernard Courtois, malheureusement, il n'avait pas trouvé. Par contre, Bernard Courtois, il lui arrivait un autre truc. Je fais une petite digression, c'est qu'il y a eu une petite vapeur de violette qui est sortie de ces algues quand il les manipulait. Alors, violet en grec, ça se dit iodes, donc il a appelé ça l'iode, du coup, comme c'est une vapeur violette, et ça a servi de désinfectant sur les champs de bataille pendant plus de 2 siècles par la suite. La teinture d'iode, ça a été le principal, ça a permis de soigner des millions et des millions de personnes. Après, on a utilisé l'iode pour vaincre le crétinisme, qui a été une maladie absolument horrible au 19e siècle. Mais Courtois, malheureusement, on lui avait demandé de trouver comment fabriquer de la poudre à canon pour tuer des gens, pas d'en sauver. Donc il est mort dans la misère et l'oubli complet. Mais en tout cas, il y en a qui n'ont pas complètement oublié l'idée de Napoléon. Et en 1910, donc les Américains se disent, on est face à un gros problème. On sait qu'on va être en guerre dans quelques années contre l'Allemagne. Mais toute la potasse, elle est livrée, tous les produits chimiques nécessaires à la fabrication de la potasse, elle est fabriquée en Allemagne. Donc il y a un souci. Donc les Américains commence à consacrer des millions, mais vraiment des centaines de millions d'investissements, on n'a jamais vu ça, à utiliser ces immenses forêts d'algues au large de la Californie pour produire de la potasse. Il y a des immenses usines qui se créent à ce moment-là. Il y a encore un point au nord de San Diego qui s'appelle Gunpowder Point, qui était la plus grande usine à l'époque, qui employait des milliers de Chinois dans des conditions absolument dramatiques d'ailleurs, pour ramasser les algues et les transformer. Il y avait plein de produits chimiques, c'était une catastrophe. On découvre plein de choses, on découvre l'alginate qui va servir abondamment par la suite. On découvre aussi, quand on traficote les algues, il y a un liquide qui s'enflamme bien, donc on ne sait pas quoi en faire, donc on le brûle. On découvrira quelques dizaines d'années plus tard que c'était du biocarburant, dommage. Et donc on découvre plein de choses, mais surtout on produit une poudre à canon de façon massive qui alimente toute l'Angleterre. On sait que les Allemands ont envisagé de bombarder d'une manière ou d'une autre ces usines qui étaient vraiment le nerf de la guerre pour les Alliés à l'époque, enfin pour les Alliés des Anglais. Mais les Américains les ont très bien protégés. Et donc évidemment tout s'écroule à la fin de la guerre et les usines vont s'arrêter parce qu'il n'y a plus de besoin de potasse et qu'on retrouve les schémas traditionnels. La leçon à tirer de cette histoire, et celle qui moi m'intéresse, c'est chaque fois qu'il y a eu une crise, on a retrouvé le chemin des algues, mais surtout la seule fois où on a investi un effort de guerre, investi des dizaines de millions d'euros dans cette filière, ça a été pour soutenir un effort de guerre. Aujourd'hui, notre situation avec le climat, c'est un effort de guerre qu'il faut. On est en guerre. On est en guerre avec c'est quasiment une guerre qu'on mène contre le réchauffement climatique. Oui, puis contre nous-mêmes en réalité. Contre nous-mêmes, mais contre le réchauffement climatique, contre les limites atteintes de cette planète, telles qu'on l'a envisagée en tout cas. Mais les limites atteintes, elles sont atteintes parce qu'on a envisagé qu'un tiers de la planète. Et donc il y a un effort de guerre à faire pour trouver une durabilité plus grande à cette planète, et comme on l'a fait il y a un siècle pour vaincre l'Allemagne, entre guillemets, il va falloir investir un effort de guerre pour faire que notre génération, elle surmonte les difficultés qui arrivent. Mais alors, si c'est si évident, pourquoi personne n'y pense ? Enfin, c'est bizarre, quand tu me dis ça, et ça semble assez, logique, l'histoire l'a prouvé, etc., etc. J'ai du mal à comprendre comment toute cette connaissance s'est perdue. C'est-à-dire comment c'est possible que ça ait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, on parle de deux choses. L'utilisation des algues, elle existe encore. Aujourd'hui, on mange des algues tous les jours, tous, sans le savoir. Les algues sont présentes dans 70% de nos produits transformés. Là, ce qu'on appelle les phycocolloïdes, qui sont des texturants à base d'algues, sont dans tous les produits transformés que vous achetez au supermarché. Même la bière, vous allez trouver des extraits d'algues dans la bière, dans les sodas, dans vraiment
On n'imagine pas, mais il y en a partout. Le dentifrice, s'il ne coule pas sur votre brosse à dents, c'est parce qu'il y a de l'algue à l'intérieur. Si votre viande, elle est si belle et si vous arrivez à congeler des choses sans les abîmer, c'est parce qu'il y a de l'algue autour. Voilà, il y a partout, on utilise de l'algue. Donc, on connaît encore les propriétés de l'algue. Le truc, c'est qu'on n'a pas eu besoin de l'algue. On n'a jamais cultivé l'algue déjà. Ça, c'est ça qui est nouveau. Et en fait, c'est pour ça que le livre s'appelle La révolution des algues. L'idée fondamentale, c'est de dire qu'il y a 12 000 ans, on a fait la révolution verte quand on est passé de l'état de chasseur-cueilleur, d'homme préhistorique chasseur-cueilleur, à l'état d'homme civilisé, et à l'état de fermier et puis d'éleveur. Dans l'océan, on est encore dans l'âge de pierre, on est encore des chasseurs-cueilleurs. La pêche, c'est ni plus ni moins que de la chasse. Et hors Asie, 99% de la production d'algues, c'est de la cueillette, ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc on a encore ce saut civilisationnel à faire, cette espèce de révolution néolithique, de cultiver les océans, qui vont nous permettre de les réparer. Et cultiver les océans, pourquoi ? On pourra en revenir, parce que les algues, elles peuvent servir à plein de choses. Évidemment, on n'imagine pas du tout comme ça à quoi ça peut servir, mais en tout cas, il va falloir... Pourquoi on n'a pas réussi ? Enfin, pourquoi on ne l'a pas fait encore ? Parce que c'est pas simple, parce qu'on l'a perdu, et parce qu'on ne sait pas cultiver les océans. Aujourd'hui, faire pousser une algue, on ne le sait pas le faire. On sait le faire pour quelques algues, essentiellement en Asie, parce qu'ils ont commencé cette démarche il y a 60 ans, parce qu'en Chine, il y avait une urgence démographique qui a fait qu'on s'est tourné vers les algues, parce qu'il y avait une tradition aussi. La médecine chinoise, elle relie beaucoup plus que nous le faisons l'alimentaire et la santé, alors que nous, on a une vision de l'alimentaire qui est très énergétique, on fait le plein quand on mange. Eux, il y a vraiment un lien entre se maintenir en santé et ce qu'on mange, beaucoup plus fort. Les algues, c'est l'aliment santé par excellence. Donc il y a cette connaissance. Mais l'Asie et le Japon, au sortir de la guerre, pareil, il a dû apprendre à cultiver les algues. Il y a des histoires assez exceptionnelles d'ailleurs à ce sujet-là. Donc il n'y a que 60 ans. Donc la révolution des algues, elle a commencé il y a 60 ans au Japon et en Chine. Aujourd'hui, ces pays-là, ils produisent 36 millions de tonnes. C'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 8 millions d'emplois, et c'est une croissance à 10% par an qui ont fait une des plus grandes croissances de l'agroalimentaire. Donc elle est déjà là, elle est juste pas dans notre pays. Dans notre pays, on n'a pas encore commencé à utiliser une ressource qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'être nourrie, qui n'a pas besoin de terre, et qui n'a même pas besoin, on le devinera, d'être arrosée non plus. Donc, il n'y a pas besoin d'eau douce, on n'arrose pas des algues. Donc voilà, donc, l'idée c'est comment commencer ? Pour commencer, il faut apprendre à cultiver les algues. Ça nous a pris 12 000 ans à cultiver les océans. Les terres, à cultiver le blé. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus. J'étais avec le directeur de l'INRA, qui la semaine dernière, qui me disait on a 550 chercheurs qui travaillent sur 2 types de blé en France. 550 chercheurs qui travaillent à plein temps là-dessus. On a en tout et pour tout 70 chercheurs qui travaillent sur 12 000 types d'algues. Voilà, l'effort il est là. Il y a un effort scientifique à mettre en premier, comprendre comment ces organismes d'une immense complexité, bien plus complexes que les organismes terrestres, on peut les faire pousser et les cultiver. Alors effectivement, quand on essaye de penser de manière positive aux algues, on pense à la spiruline. Mais ce que tu disais, c'est que la spiruline, c'est pas une algue. Non, du coup. C'est pas une algue. En fait, je vais pas me faire des amis, mais c'est la réalité. En fait, tout ce qui flottait dans l'océan, on a dit c'est une algue. Voilà. On s'est dit voilà, c'est tranquille, les micro-algues, les macro-algues. Non, voilà, tout ce qui est phytoplancton, on s'est dit que c'était des algues à une époque. Ce qui prouve à quel point on connaissait rien et on connaît encore pas grand-chose. Je pense qu'on connaît bien plus ce qui se passe sur la Lune que dans le fond des océans. Mais donc on a dit c'est une algue, la spiruline. Alors après, la science a quand même démontré que c'était absolument pas une algue. Encore une fois, c'est une bactérie. Et là, entre les deux, on avait développé un petit business autour de la spiruline. Donc disons que les spiruliniers n'étaient pas hyper ravis qu'on appelle leur produit une bactérie. Et à juste titre, je pense, ils se sont dit que ça allait pas soutenir beaucoup leur démarche marketing. Et donc, ils ont négocié avec l'Union européenne d'avoir le droit d'appeler ça une microalgue. Ce qui est encore une fois scientifiquement absolument non avéré, ce qui commercialement est accepté. Donc voilà, c'est pour petite histoire de la spiruline. Mais, et tu peux rappeler à quoi ça sert ? Pourquoi on mange de la spiruline ? En particulier, c'est les végétariens qui en mangent. Bah ouais, non, mais là, c'est un élément magique aussi. Il y a énormément de bonnes choses, des protéines. Il y a des moments de choses très. Il y a plein de bonnes choses dans les protéines. Dans tout ce qui grandit dans la mer, de toute façon, on va avoir beaucoup de bonnes choses. Donc la spiruline a beaucoup d'effets intéressants. Je ne crache pas du tout sur la spiruline, c'est très intéressant. Après, on a un problème d'effet d'échelle sur la spiruline. Aujourd'hui, on sait la cultiver essentiellement en milieu fermé. Donc on va pas nourrir l'humanité avec de la spiruline, ça c'est clair. Alors justement, puisque tu parles de nourriture,
J'ai fait en l'occurrence un épisode sur qu'est-ce qu'on va manger demain, sur l'agriculture donc. Et on n'a pas abordé le fait de... Ça m'étonne pas. On n'a pas vraiment abordé le fait de pouvoir cultiver les mers, parce que a priori, c'est pas un terme déjà on peut le comprendre, mais on n'est pas habitué à ce genre de choses. Enfin, il y a plusieurs questions. Comment on fait? Mais je suis pas sûr que le comment on fait, ça intéresse tout le monde, parce qu'il y a très peu de gens qui nous écoutent. Je pense qu'ils vont effectivement aller. Bon, on peut y répondre très vite. C'est très simple. Hein. On met un câble dans l'océan qu'on ensemence d'algues et on le laisse pousser. Voilà, c'est tout. Donc c'est collé un câble. Donc ça va pas polluer les plages encore plus d'algues. Bah non. Ça peut être ça la peur aussi. Surtout, on va le récolter. Donc du coup, oui, a priori, vous avez rarement eu des invasions de blé qui polluent. Alors c'est quoi ces algues justement qu'on considère comme polluantes? Est-ce que c'est déjà elles poussent, ce que tu disais, à cause de tous les engrais qu'on met dans la terre, donc elles coulent, parce que ça finit dans la mer, donc au final ça fait pousser les algues. Ça j'ai bien compris. C'est une manière pour l'océan de se protéger aussi. Et pourquoi elles sont si mauvaises? Enfin, c'est quoi ce truc? Parce qu'on les laisse pourrir en fait, parce qu'on les récolte pas. En fait, à l'état naturel, je dirais, en mer, elles sont très intéressantes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la Bretagne qui ne sait quoi faire de ces algues vertes, ces vulvas, elle en importe de Chine, dans le même temps pour les valoriser. non, c'est absurde. Mais encore une fois, c'est une volonté écologique de ne pas tirer profit d'une pollution. Ces algues vertes, c'est juste des algues vertes qui prolifèrent, qui poussent très vite, qui, quand elles sont dans des baies fermées, se décrochent, elles sont assez fragiles, donc elles se décrochent, elles finissent sur la plage, où là elles vont se décomposer, se polluer et donc détruire les systèmes. Si vous étiez sous 10 millions de tonnes de pommes pourries, vous ne seriez pas en forme non plus et tout serait pourri autour de vous. Donc c'est la même chose, c'est une abondance de pollution, de pourriture. L'idée serait soit de les récolter en mer, alors c'est complexe parce que il va falloir envoyer des machines en mer, donc c'est pas terrible et puis elles se décrochent facilement. Et maintenant l'intérêt serait de cultiver un autre type d'algues, des algues brunes qui seraient beaucoup plus résistantes sur des câbles en mer, que ce soit ici ou à l'embouchure de l'Amazonie, parce que le problème des sargasses aux Caraïbes c'est la même chose, c'est les pesticides utilisés pour la culture du soja dans toute l'Amazonie qui fait que le delta d'Amazonie est complètement inondé de pesticides. Et donc, il faudrait que dans la baie de Saint-Brieuc ou dans le delta de l'Amazonie, on se coordonne et qu'on mette des câbles ensemencés d'algues brunes, qu'on aille les récolter et qu'on les répande sur la terre. Et ça serait même très intelligent de faire ça, doublement, parce que outre qu'on évite une pollution, on va récupérer tous nos phosphates et tout notre nitrate. On sait qu'on file vers une crise phosphate dans 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de phosphate dans les mines d'où on les extrait actuellement. Donc, qui dit plus de phosphate, dit plus d'agriculture. On va avoir un gros problème. Et les Chinois, aujourd'hui, c'est leur principale utilisation de l'algue. Ils ont la 200 km, la plus grande ferme d'algues qui fait 200 km², qui sert essentiellement à nettoyer leurs baies, puisque eux, ils ont renoncé à l'idée de polluer moins avec une telle population. Donc, ils nettoient leurs baies avec des algues, ils récupèrent leurs phosphates et leurs nitrates et ils les répandent sur leur terre par la suite. Ils ont recréé une économie circulaire qui relie la terre et l'océan. Et c'est ça, on ne faut pas opposer les choses, on ne va pas manger des algues à la place d'eux. On va faire pousser nos terres, nos plantes terrestres grâce aux algues, on va nourrir nos animaux grâce aux algues sur Terre. Il y a on va reconnecter la terre avec la mer. Je travaille beaucoup avec les grands de l'agroalimentaire qui ne parlent que d'agriculture régénérative et je ne cesse de leur dire, parler d'agriculture régénérative en excluant les océans, ça ne marchera jamais. Le cycle des éléments, il inclut en très grande partie les 2/3 de la planète qui sont composés par des océans et qui regroupent 90% des habitats impropres à la vie sur Terre. Donc, oublier ces 70% de la planète, c'est juste aller droit dans le mur et on ne trouvera pas de solution. Il faut intégrer les océans dans notre vision du monde. Et tu te parlais tout à l'heure des algues brunes, ça permettrait de limiter la prolifération des algues vertes? Évidemment, elles absorberaient les nutriments avant les algues vertes. C'est ce qui se passe dans des écosystèmes sains. Donc elles vont absorber les nutriments avant, donc les algues vertes n'auront plus les moyens de proliférer. Mais j'ai eu la chance de rencontrer notre président en janvier, j'ai rencontré son ministre de la mer, il le sait et on est au courant des solutions. Encore une fois, le problème c'est de se dire, et je comprends, comment mettre en place une filière sur ce qui est le fruit d'une pollution. C'est un petit peu... On va juste réexpliquer ça, parce que je pense que tu l'as expliqué, hein, cela dit, mais je vais juste prendre le temps de le refaire, parce que ça peut paraître un peu compliqué, mais effectivement, ce que tu expliques, je me permets, hein, c'est parce qu'on utilise des pesticides pour faire de l'agriculture sur Terre, ces pesticides finalement glissent dans la mer. Et le lisier aussi, c'est le lisier de cochon qui va être par exemple beaucoup responsable en Bretagne, mais juste voilà. Et il glisse dans l'océan, ça fait proliférer les algues. Donc
dire que les algues c'est bien, ça serait justifier le fait qu'on utilise le lisier, les pesticides, etc., etc. Juste pour être certain de bien ça créerait des revenus et des emplois, donc ça créerait encore plus de résistance à changer un système qui, il est vrai, doit changer rapidement. Maintenant, c'est toute la logique de la transition, qui est de se dire on change ça et on change ça en même temps. Encore une fois, vous êtes malade, vous avez un virus, vous traitez le virus, et si vous avez de la fièvre, vous prenez un efferalgan pour traiter la fièvre. Parce qu'on pourrait faire les deux, c'est-à-dire qu'on pourrait passer à une agriculture plus régénérative et bio, et en même temps cultiver les algues. Ça s'oppose pas. Exactement, au contraire, puisqu'on utiliserait dans ce cas-là les algues pour les épandre sur les champs. C'est ce que font les Bretons, à l'origine, depuis des siècles. Moi, mon beau-père qui est breton, il épandait sur son potager des algues. Tout le monde, tous les Bretons font ça. Enfin, les peuples de la côte. Et pas les algues pourries de la côte. Avant qu'elles soient pourries, c'est comme tout. Si vous mettez quelque chose qui est pourri sur votre potager, ça peut lui faire du bien. Ça va absorber tout l'oxygène. Donc faut les récolter, faut les récupérer avant qu'elles soient pourries. C'est dur pour les algues vertes, c'est très simple pour les algues brunes. Donc voilà, faisons pousser des algues brunes. Alors les algues, donc ce que tu nous as dit, parce qu'en fait, tu as abordé énormément de points. Oui. Le premier, c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'on a comme nutriments dans les algues ? J'imagine que ça dépend des algues, mais... Exactement, ça dépend des algues, mais globalement, c'est des super aliments. On appelle ça une bombe nutritionnelle en nutrition. C'est-à-dire ça va être bourré de zinc, de fer, de protéines. Les protéines qui sont si importantes pour notre agriculture, pour nous, faut savoir que notre agriculture, elle repose sur les protéines de soja, qui accessoirement déforestent l'Amazonie, sont OGM et viennent et ont une empreinte carbone pas terrible parce qu'elles viennent toutes de Brésil. Donc ça, c'est notre agriculture actuelle. Le soja, c'est 25% de protéines en matière sèche. Une algue, c'est 40%. Enfin, certaines algues comme le nori ou la dulse qu'on va trouver dans nos régions, c'est 40%. Donc très simplement, si on commençait à utiliser comme base de protéines des algues riches en protéines, on n'en sait cultiver ni le nori européen ni la dulse, malheureusement encore, mais si on apprenait, on progresse, mais si on apprenait bien à le faire, ça serait un apport de protéines énorme. Et par rapport à la viande, parce qu'en fait quand on parle de protéines, en général on pense à la viande. Oui, alors on pense à la viande. Alors il y a des problèmes de biodisponibilité, après on va pas rentrer dans les détails là, mais en gros il faudrait sans doute fermenter ces protéines pour qu'elles soient plus disponibles pour notre micro-organisme intestinal. Mais ça serait ça, moi je suis végétarien, je mange beaucoup d'algues et ça remplace sans doute, je l'espère en tout cas, les protéines animales. Après il y a d'autres problèmes, mais ça contient aussi du fer, ça va contenir aussi de la vitamine B12 c'est le seul végétal qui contiendra la vitamine B12 qui est très importante pour notre cerveau et qu'on ne trouve dans aucun végétaux, donc c'est un gros problème pour les véganes ou les végétariens. Et donc, on va trouver un ensemble de nutriments. Et en général, on sait, disons, pour faire court, on sait que les algues, ça c'est avéré, c'est pareil, elles sont antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, analgésiques, antifongiques, et c'est l'élément le plus puissant sur le microbiote, sur notre microbiote intestinal. J'ai discuté avec des chercheurs en microbiote au CHU de Nantes, notamment, qui font des travaux assez intéressants, pas du tout sur l'algue, mais ils me disaient, il n'y a aucun élément sur Terre qu'on a identifié qui fait autant d'effets au microbiote intestinal. On sait que c'est notre second cerveau, que c'est très important. Et en fait, on se demande pourquoi, et on en est arrivé à se dire peut-être parce que l'algue était là d'abord et que la vie s'est organisée autour de l'algue. Donc finalement, aujourd'hui, ce qui a le plus d'impact sur cette complexité qu'est la vie au travers de ce mix de micro-organismes, c'est les algues. Et ce sont les algues. Et il faut voir qu'au Japon, qui mange 10% du régime alimentaire au Japon, ce sont des algues. Donc c'est énorme, hein, c'est absolument énorme. Le Japon, c'est la plus grande longévité au monde. Des taux de cancer 40 fois inférieurs au reste du monde, des taux de maladies cardiovasculaires, de maladies de diabète, d'obésité, bien inférieurs au reste du monde. Évidemment, il y a des aspects multifactoriels. On va pas dire que c'est juste manger des algues qui fait ça, mais on sait que les algues contribuent très largement à ces points positifs. Donc manger des algues, c'est bon. En plus, c'est bon, c'est facile à produire. Il y avait une étude à Wageningen, une université qui fait référence en matière d'agroalimentaire, qui disait que 2% des océans, si on tenait en compte de tout l'écosystème que les algues régénéraient, parce qu'il faut voir que les algues, elles vont aussi donner à manger à des coquillages, elles vont donner à manger à des poissons, donc elles vont restaurer un écosystème, elles vont réparer les océans. En gros, si vous voulez commencer à réparer des écosystèmes dans l'océan au lieu de continuer à les détruire, les algues, c'est le meilleur moyen, c'est le premier niveau trophique, donc c'est le meilleur moyen de commencer. Et donc ces écosystèmes, avec 2% des océans, on nourrirait 12 milliards de personnes.
en protéines en tout cas. C'était les calculs de cette université il y a quelques années. Donc on a un potentiel de création alimentaire qui est exceptionnel. C'est absolument phénoménal. Et le dernier point, c'est qu'une algue, une fois séchée, elle conserve sa structure, elle conserve tout son intérêt nutritionnel. Voilà, la différence des plantes terrestres qui les perdent. Une algue, vous la mettez au soleil pendant 6 heures, elle subit les marées, donc vous la mettez au soleil pendant 6 heures, dans du sel pendant 6 heures. Elles ont acquis au cours de 2 milliards d'années d'existence des techniques de défense et de résilience qui sont exceptionnelles. Et donc quand vous la séchez, elle garde toute sa structure. Donc ça veut dire qu'une algue, tous ses bénéfices, même si vous la séchez, elle les garde. Et d'ailleurs, les Japonais n'achètent jamais d'algues fraîches. Et donc l'algue, elle pourra être transportée sur des kilomètres pendant des mois, sans chaîne du froid, et tout en gardant son intérêt nutritionnel. C'est une bonne nouvelle pour les populations des pays émergents et pour notre climat. Et la dernière petite histoire, c'est qu'au Japon, on a vu une explosion de la consommation d'algues pendant les confinements liés au Covid. Donc à l'heure où nous on se jetait sur les pâtes et le riz, les Japonais se jetaient sur des algues parce qu'on sait qu'on les conserve très longtemps. On imagine bien le résultat sur la balance où il était le plus important, mais en tout cas voilà, c'est lié, encore une fois il y a une tradition, mais en termes d'intérêt alimentaire il est énorme. Souvent on me dit les algues c'est pas bon, mais je vous invite à manger une patate crue et vous allez voir c'est pas bon non plus. Donc, et c'est même pas bon pour la santé, donc le faites pas. Mais si vous apprenez à la cuire en purée ou en frites, ça devient délicieux. Donc là, c'est pareil, les Japonais ils appellent les algues les légumes de la mer. C'est sans doute, ça leur rend beaucoup plus justice que le mot algue. Et donc ces légumes de la mer, il faut apprendre à les cuisiner. Aujourd'hui, les grands chefs, notamment on travaille avec Mauro Calogreco, qui a un 3 étoiles à Menton, qui a été élu meilleur chef du monde en 2019. Pour lui, il dit, les algues, il en utilise plus de 20. Il dit, c'est un nouveau territoire gustatif et gastronomique pour moi. C'est vraiment des saveurs qu'on ne connaît pas et qui sont extrêmement intéressantes. Alors du coup, la question que je me pose, qui semble assez naturelle à ce stade, c'est quoi le problème en fait ? Enfin, enfin, tu vois, si on le fait pas, c'est qu'il doit y avoir des conséquences. Parce que, en fait, j'ai aussi cette idée, bien sûr, tu vois, de ces sociétés capitalistes, productivistes, performatrices, etc., qui, quand on prend un truc qui est bien, on en fait un truc pourri parce qu'on optimise, on pousse tous les curseurs. C'est quoi le problème que pourraient causer les algues ? Il faut évidemment, la culture d'algues, elle s'envisage de manière raisonnée et encore une fois guidée par la science. Donc on va prendre notre temps pour apprendre à le faire bien. Et on veut surtout pas se précipiter dans l'océan à mettre n'importe quelle algue. On sait qu'il faut des algues endémiques, c'est-à-dire des algues qui sont déjà là. On n'importe pas une algue d'ailleurs. Il y en a qui l'ont fait, ça a été dramatique, mais sur les écosystèmes. Donc il faut vraiment utiliser des algues endémiques, comprendre quels sont les effets. A priori, pour l'instant, encore une fois, il y a des fermes, mais encore une fois, c'est une algoculture qui existe. Elle existe déjà au Japon et en Asie en général. L'Asie, c'est 98% de la production d'algues dans le monde aujourd'hui. Okay. Donc c'est déjà, et on parle d'une filière qui est aussi structurée que les grandes filières céréalières en Europe. Donc a priori, le retour d'expérience qu'on a, c'est que ça, au contraire, ça favorise plutôt la biodiversité, ça répare la biodiversité des océans. Évidemment, ça n'empêche pas, il faut le faire bien. Moi, cette question, elle arrive toujours aussi de dire on va encore faire la même chose. Moi, je crois qu'il faut avoir confiance dans la prochaine génération aussi un peu. Ils grandissent avec un état d'esprit qui n'est pas le nôtre. Moi, à leur âge, j'ai des enfants, j'en ai 3. Le dernier, il a 11 ans. À leur âge, j'étais pas aussi conscient des problématiques environnementales. Quand on avait leur âge, ça existait parce que c'est les acteurs. Ça existait vaguement, mais on était moins conscients. Mais on ne comprenait pas. Et en même temps, c'est terrible pour cette génération. Ça me fait mal au cœur pour eux parce que ils n'ont jamais été aussi. Aucune génération n'a été aussi consciente de l'impact du changement climatique, de l'impact des désastres écologiques qui s'annoncent. Et en même temps, aucune génération n'a produit autant de carbone. Enfin, il n'y a qu'à prendre le métro aux heures de pointe pour voir que tout le monde stream en direct sur son téléphone et même le pauvre gamin qui veut faire des efforts pour la planète, il a un téléphone portable, sinon il n'existe pas dans sa société. Bien sûr. Donc quelque part, moi j'ai pas eu un ordinateur tout de suite quoi. Donc voilà. Donc et on sait bien qu'avoir je sais plus qui disait scroller sur internet, c'est comme rouler en SUV avec la clim à fond et la fenêtre ouverte. Le problème de la pollution numérique en réalité, il est surtout lié juste pour
l'info aux appareils qu'on utilise. C'est-à-dire, c'est pas tant les serveurs. Les serveurs, ça représente un bout, mais la grosse partie de la pollution numérique, c'est les ordinateurs que tu achètes, le fait que tu le renouvelles, le fait que tu renouvelles ton téléphone, tous les appareils. Sûr, et puis les voitures qu'on a, qui sont, enfin bon, toute cette espèce de société ultra facile d'achat, on va dire, tout devient pas cher, donc on en a plein. Enfin bon, qu'importe. Ce que je veux dire, c'est que cette jeune génération, on leur met entre les mains plein de choses pour détruire le monde. Moi, j'ai envie de leur mettre entre les mains des choses pour le sauver, et de leur apporter des solutions aussi, et pas que de leur mettre en main des téléphones portables qui vont finalement quand même d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est sûr. Voilà, dans leur cycle de vie, pas être une solution. L'algue, elle va être une solution à ça. On pourra revenir, il faut qu'on y revienne d'ailleurs, mais à toutes les solutions qu'elle apporte, parce qu'on n'en a pas parlé encore. Et donc, moi, j'ai confiance dans cette génération qu'elle fasse les choses mieux que nous, qu'elle apprenne que la culture, c'est pas juste la monoculture, c'est pas juste l'agriculture industrielle, c'est pas juste les OGM. Il y a d'autres façons de le faire. Une permaculture en mer, elle va être, et je ne vois pas comment, on ne peut pas mettre de pesticides dans l'océan, ça ne marchera pas, parce que si vous allez mettre des pesticides, ils iront partout où vous voulez, mais pas sur les algues. Donc ça ne marchera pas, donc il va falloir apprendre la vie, apprendre la complexité de la vie, et c'est ça, la magie des algues, c'est d'avoir quelque chose qui soit basé sur la vie, et pas sur une matière qui est morte. Notre société, elle s'est fondée sur le pétrole, qui sont des algues mortes depuis des millions d'années, qui ont sédimenté. Tout ce qu'on crée à partir du pétrole, on peut l'obtenir à partir de l'algue, sauf que l'algue, elle est vivante et régénérative, et qu'elle se reproduit et qu'elle se recrée, et qu'en plus, en se reproduisant, elle va absorber du carbone et elle va favoriser la vie. On rentre dans un cycle où on gère les grands cycles, et où on gère notamment le cycle du carbone, donc, et où on base notre société sur la vie et non pas sur la mort. Et ça, c'est important. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est hyper important de le souligner, mais toutes les énergies fossiles sont des énergies, on appelle ça l'énergie des morts, parce que c'est tous les corps morts, que ce soit les humains, les animaux, les arbres, les algues. Des phytoplanctons, c'est le plus haut. 90%, c'est des phytoplanctons ou des algues. Mais en tout cas, voilà. Et donc, pour ce qui est de... Et souvent, j'ai aussi cette réflexion de me dire... Enfin, des gens qui me disent on va pas faire pareil avec l'océan que ce qu'on a fait sur Terre. Mais on a déjà fait bien pire dans l'océan. Enfin, faut pas imaginer que l'océan, c'est un espace complètement préservé. Aujourd'hui, l'océan, il est détruit. Les forêts d'algues, aujourd'hui, les forêts d'algues naturelles, elles absorbent autant de carbone que la forêt amazonienne, mais elles disparaissent beaucoup plus vite. Donc, on a vraiment un océan qui brûle. Enfin, un incendie sous l'océan que personne ne voit, et donc dont tout le monde se fout. Et ça, c'est lié à quoi, pardon ? C'est des désordres écosystémiques. On va prendre la plus grande forêt d'algues au monde, par exemple, large de la Californie, elle a disparu 90% parce que il y a une petite étoile de mer qui, du fait du réchauffement climatique et de El Niño, a disparu il y a 5 ans. L'étoile de mer, elle mangeait des oursins. Les oursins ont dévoré les algues, ils se sont reproduits, plus personne ne les mangeait. Et donc, ils se sont reproduits, ils ont dévoré les algues. Donc voilà, donc c'est des conséquences. C'est pas forcément que les algues subissent en elles-mêmes, alors elles le subissent, mais directement le réchauffement climatique, mais c'est surtout qu'il y a des désordres écosystémiques qui génèrent des vraies disparitions d'algues. Donc aujourd'hui, encore une fois, on parle de quelque chose qui absorbe autant de carbone au niveau mondial que la forêt amazonienne, qui crée encore plus d'oxygène et qui disparaît encore plus vite. Donc se dire non, on va pas y toucher, on va laisser faire parce que sinon on va foutre le bazar dans l'océan, non, ça marchera pas. On a déjà détruit 50% de la biodiversité dans l'océan. Parler de développement durable avec l'océan, ça a pas de sens. Il faut être dans la restauration, la réparation. Il va falloir qu'on les préserve, qu'on les protège, qu'on les replante et qu'on gère cet écosystème. Parce qu'on n'a pas le choix. Et en fait, plutôt que de compenser en arbre, on devrait compenser en algues. On y travaille, on était à la COP26, on va retourner à la COP27 là, et on a une conférence sur l'océan là. Évidemment, les algues, le problème c'est que, le problème sur ce sujet précis, c'est qu'on a beaucoup de mal à quantifier la quantité de carbone séquestrée par les algues, puisque une algue, alors si on parle des algues et du réchauffement climatique, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une algue, elle va servir à la fois à décarboner l'économie, parce qu'une algue, elle va remplacer l'alimentation animale qui va être basée sur des protéines comme du soja. Elle va accessoirement, elle va décarboner en réduisant les émissions de méthane des vaches. C'est-à-dire qu'il y a une petite algue rouge, on a découvert que si on en mettait quelques grammes dans la nourriture d'une vache, ça réduit de 90% les émissions de méthane. Quand on se pense que les émissions de méthane dans le monde, c'est autant que les émissions des voitures et des camions, si on mettait 100 grammes d'algues rouges
dans le repas de chacune des vaches de cette planète, ça serait équivalent à arrêter toutes les voitures et les camions du monde du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est un petit point. Donc voilà, elle va remplacer le plastique aussi, une algue. C'est-à-dire qu'elle va remplacer le plastique de façon compostable, voire de façon mangeable. On peut manger des composés à base d'algues qui vont remplacer le plastique. Il y a 30 startups dans le monde. Comment ça marche ça? Parce qu'effectivement, là, je pourrais te montrer, mais on a touché plusieurs points. On a touché principalement l'alimentation. Juste revenir sur le carbone pour finir sur le sujet. On va revenir sur les différentes applications si tu veux. Mais le carbone, pour pas trop se perdre, les algues, elles vont décarboner l'économie, mais elles vont surtout absorber beaucoup de carbone. Et l'avantage magique d'une algue, c'est que quand ton arbre il perd de la biomasse, c'est-à-dire que là, le photosynthétique, il absorbe tu te souviens de tes cours de 4e, donc il absorbe de la lumière, il absorbe du carbone, et avec tout ça, il fait de la biomasse. Donc il emprisonne du carbone dans sa biomasse, dans ses feuilles, dans ses branches. Quand tu manges d'ailleurs, quand un arbre il a besoin de pousser avant de faire ça. Quand tu manges une feuille ou quand tu manges quelque chose, ou quand tu brûles le tronc de l'arbre, tu libères évidemment le carbone. Et quand l'arbre perd ses feuilles ou perd des branches, victime de quoi que ce soit, des intempéries, eh ben, elles sont dégradées par les bactéries qui vont aussi libérer le carbone. Donc c'est finalement un cycle très court. Les algues, elles vont perdre le carbone. Pareil, il y a des courants dans les océans, donc elles vont perdre des thalles, on appelle ça des thalles, on appelle ça des feuilles. Elles vont perdre des bouts d'elles-mêmes, comme la peau qui va perdre aussi des cellules, elles vont perdre beaucoup, jusqu'à 50% de leur biomasse va être perdue dans l'océan. Une grande partie de cette biomasse, elle va tomber au fond des océans. Si elle tombe assez profond, il y a presque plus de bactéries au fond des océans, donc il n'y a rien pour les dégrader. Donc elles vont séquestrer du carbone sur des milliers, voire des millions d'années en faisant ça. Donc si on cultivait des algues près des failles, par exemple, des grandes profondeurs, on contribuerait à séquestrer 50% de la biomasse qu'on mange, qu'on va manger par la suite et où on libérera le carbone. Il y aurait 50% de cette nourriture qui serait séquestrée au fond des océans, de cette biomasse. Donc on est sur un aliment qui serait au-delà de la neutralité carbone. On est sur un aliment qui inverse le changement climatique. Faut juste pour la petite histoire aussi, j'adore les petites histoires, il y a une petite plante aquatique qui s'appelle Azolla, il y a 50 millions d'années, à une époque où la Terre était très très chaude, où la mer Arctique était recouverte de palmiers, enfin les bords de la mer Arctique, et de crocodiles et de tortues. Il y a une petite algue qui a, pour des raisons, je lirai mon livre pour savoir tout ça, mais pour des raisons spécifiques proliférées, qui a fait baisser la température, et donc qui a proliféré de façon massive, mais qui vivait très peu de temps, donc qui coulait très vite au fond de l'océan, et où elle était prisonnière. Et donc elle a fait baisser la température de 20 degrés. C'est grâce à cette algue-là qu'on a des pôles congelés aujourd'hui sur Terre, qu'on a les climats qu'on a aujourd'hui, qu'on a les différentes saisons et que les grands mammifères ont pu se développer au cours des 50 millions des dernières années. Tout ça, c'est une petite algue verte. Donc si une petite plante aquatique, excusez-moi, si une petite plante aquatique l'a réalisé, il faut se dire que nous, on peut sans doute le réaliser en tant qu'être humain, dérégler complètement le climat. Et il faut aussi se rappeler que cette petite plante aquatique qui a dominé la Terre, elle est aujourd'hui, elle survit difficilement dans quelques petites parcelles de terre où la vie lui est encore possible, mais ça reste très réduit. Ça pourrait aussi être notre histoire. Tout ça pour revenir que oui, les algues ont un énorme potentiel à amener le carbone. On espère rapidement, on travaille avec des grands noms sur le sujet, dont la petite fille du commandant Cousteau, pour donner aux algues, Alexandra, donner aux algues créer un marché du carbone pour les algues. Et maintenant, il faut mesurer. Et le problème, c'est qu'une algue, quand elle perd sa biomasse, quand elle perd ses thalles, ça va aller sur des dizaines de kilomètres. Donc, aller mesurer, c'est très compliqué, évidemment. C'est plus compliqué que l'arbre qui perd ses feuilles. Et on mesure très bien la quantité de feuilles et donc combien ça séquestre de carbone, etc. On est, encore une fois, l'écosystème océanique, on le connaît très mal. Donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur, ça va être plus compliqué que ce qui se passe sur Terre. En fait, ce qui est fou quand je t'entends parler, c'est que la solution, elle paraît tellement magique dans toute la manière dont tu le décris, qu'on se dit, soit le mec est complètement taré, ce qui est possible. Hein, possible, mais pas aussi je des algues. Mais après, on se dit, bon, en même temps, il a rencontré Macron. Bon, tout le monde n'est pas amoureux de Macron, mais enfin, quand même, on se dit, bon, il est suffisamment sérieux pour bosser avec l'ONU et pour bosser avec le gouvernement. C'est quand même assez hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que là, on a eu une petite discussion avec Jeff Bezos, par exemple, qui, au sortir de la demi-heure de discussion, nous a donné 100 millions d'euros. Enfin, de dollars, d'ailleurs. Quel de l'argent de poche pour lui, on ne va pas se mentir. Mais donc, via WWF, parce qu'il s'est dit, mais en fait, oui, la solution, elle est là, quoi. Il y a un truc à jouer, là. Donc,
Non, il y a vraiment un potentiel. Après, il faut le faire bien, donc il faut prendre son temps. Donc, évidemment, tout se fait pas du jour au lendemain. La complexité du vivant, elle est immense. Les algues, encore une fois, si on résume, on va essayer de résumer leur application avant qu'on passe à côté. Les algues, c'est une source de nourriture qui va être exceptionnelle. C'est une source de nourriture animale. Elle aura beaucoup de bienfaits, la déméthanisation, apporter des protéines qui vont être extrêmement durables, et aussi améliorer, comme elle le fait chez l'être humain, améliorer le système digestif. Aujourd'hui, il y a des filières alimentaires en France qui s'appellent Merci les algues, par exemple. Vous pouvez regarder sur Merci les algues. Ils ont démontré qu'on pouvait se passer d'antibiotiques en utilisant des algues en alimentation animale au lieu d'autres alimentations animales. Donc, quand on sait que l'antibiorésistance aujourd'hui dans le monde, c'est pas loin d'1 million de personnes qui meurent tous les ans, c'est pas anecdotique, et que ça va exploser, c'est pas anecdotique. Déméthaniser. On va aussi soutenir remplacer les fertilisants et les engrais chimiques. Donc utiliser des algues avec des extraits d'algues et tout ça, c'est des solutions qui existent déjà. Il n'y a rien de nouveau. Il y a une société qui s'appelle Goemar en France. Ça fait 50 ans qui vendent des solutions à base d'algues pour mettre sur les plantes et pour protéger les plantes, qu'on appelle des biostimulants, qui vont remplacer ou se substituer à des pesticides. J'ai été voir Nestlé il n'y a pas longtemps, leur dirigeant. Je me disais qu'ils allaient s'intéresser au plastique ou à la vegan food à base d'algues. Non, leur obsession, c'est les fertilisants les biostimulants à base d'algues. Donc c'est des produits naturels qu'on met sur les plantes parce que eux, ils voient très bien les pics phosphates qui arrivent, ils voient très bien les pesticides et les engrais dont les prix vont exploser, a fortiori avec ce qui se passe en Ukraine, et que utiliser d'autres aliments d'autres organismes beaucoup plus naturels, c'est intéressant. Mais ça va pas être tout. Les algues, elles vont remplacer le plastique. Là, c'est une bulle d'huile. Donc là, tu vois, tu as un sachet en fait en algues. Et c'est cette société-là, Notpla, elle a fourni le marathon de Londres où elle a remplacé tous les verres en plastique par des bulles d'eau en algues, et tu avales l'algue comme tu bois le verre d'eau en fait, en même temps. Et donc tu remplaces toutes les bouteilles d'eau, quoi. Voilà, tu remplaces des verres d'eau, des verres d'eau qui sur une course vont utiliser 2 secondes exactement pour rester 400 ans dans l'environnement. Donc voilà, c'est pas idiot non plus. Aujourd'hui, il y a 30 startups dans le monde qui produisent des plastiques à base d'algues, des packaging à base d'algues. On fait un peu tout. Il y a des pailles aux États-Unis qui sont faits à base d'algues. Il y a des pailles. Des pailles, ouais. Ah oui. Cette société-là, notre plastique, elle a levé 10 millions de pounds, donc 12 millions d'euros. Là. Ça commence à être vraiment quelque chose de très sérieux. Elle se développe, elle travaille avec des grands du packaging en général. Donc il y a vraiment des solutions. Mais le plastique, il n'y a pas que ce plastique. Quand on pense à tout ce qui est développement durable, c'est étonnant. J'ai été invité à la Fashion Week récemment. Alors pour ceux, c'est pareil, c'est pas très visuel, mais je suis pas vraiment quelqu'un dans la mode. Quand on me voit, on le comprend vite. Mais les algues sont perçues comme un substitut extrêmement intéressant aux différents types de textiles. Alors on va dire pourquoi le coton c'est pas bien. Le coton c'est pas bien. En effet, c'est 2% des terres cultivées le coton et 25% des pesticides dans le monde et 10% des herbicides. Plus l'eau. Plus l'eau. Voilà, un petit t-shirt comme ça, là, comme je porte, comme tu portes, c'est 2500 litres d'eau selon WWF. En plus, après l'aspect des pesticides, ça implique aussi que ces pesticides dans le coton, ils finissent chez nous, quoi. Enfin, ils finissent sur nous, voire dans nous. Il y a pour nos citoyennes en tout cas, puisqu'il y a une start-up là qui marche très bien en Allemagne, par exemple, qui fait des tampons périodiques à base d'algues pour éviter justement que des produits ultra chimiques restent dans la partie la plus absorbante du corps pendant quelques temps. Donc, il y a un ensemble de solutions, je dirais, sur le coton. On va même pas parler des textiles synthétiques qui sont les plus grands contributeurs de microplastiques qui contribuent donc massivement à ces océans de plastique qu'on a dans nos océans, à ces continents de plastique. Donc il y a une vraie solution à remplacer les plastiques. Il y a une solution aussi des algues à remplacer toute autre chose. Enfin, il y a des teintures naturelles qui vont être faites à base d'algues, des matériaux de construction qui pourront être faits à base d'algues. Il y a vraiment, c'est comme demander ce qu'on peut faire avec. Faut se dire que la biodiversité dans l'océan est 3 fois plus grande que sur Terre. Donc pour les algues. Donc se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec les algues, c'est comme se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec la vie sur la Terre. En gros, il n'y a pas une réponse à ça. Et les algues, elles vont surtout, encore une fois, réparer cette biodiversité. Elles vont faire qu'il y aura plus de poissons dans l'océan, parce que les poissons, ça va recréer la vie. C'est comme si quand vous plantez une forêt sur la Terre, et ben ça recrée de la vie. C'est pareil les algues. Et enfin, le dernier point. Alors, il y a l'aspect carbone. Il y a un point qu'il ne faut pas ignorer aussi, qui est extrêmement important sur les innovations médicales.
Les algues, encore une fois, on en a parlé de leur vertu médicale. Aujourd'hui, il y a un médicament qui est très prometteur en Chine contre Alzheimer et basé sur les algues. En fait, ils se sont rendus compte que ceux qui mangeaient des algues avaient beaucoup moins Alzheimer que les autres en Chine. Donc, ils ont développé un médicament qui est en test, en phase 3 de test en Europe et aux États-Unis, qui semble extrêmement efficace contre un type d'Alzheimer. En Norvège, on est en train de lutter contre la mucoviscidose grâce à des extraits d'algues. Ce qui est encore le mieux, alors une microalgue, mais en France, grâce à une thérapie génique utilisant des protéines d'algues qui servent aux algues à se diriger vers la lumière, on a réussi à rendre la vue à un aveugle, partiellement en tout cas. Donc voilà, alors on rentre dans un aspect presque religieux, hein, on est dans les évangiles, on va créer des miracles, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel qui est complètement inexploré encore, et les prébiotiques à base d'algues, on sait que, on le disait, c'est énorme. Donc il y a une innovation médicale. Le dernier point qu'il ne faut pas oublier, parce que moi ça m'est cher, j'ai travaillé en Afrique, j'ai vu ce qu'est la faim dans le monde et ce qu'est l'injustice sociale, donc nourrir des populations, mais aussi créer plus de justice sociale. Et je pense qu'on ne peut pas reconstruire un modèle sans espérer qu'il soit un peu moins injuste entre le nord et le sud, et notamment. Et donc finalement, quand on voit ces populations côtières où s'agrègent tous ces gens de l'intérieur des terres, dans une misère absolument obscure, dans des conditions absolument sordides, se dire qu'on va développer sur ces côtes des nouvelles solutions économiques, alors même qu'on sait très bien que les ressources actuelles, qui sont essentiellement liées à la pêche, elles s'écroulent, qu'on va développer des ressources économiques renouvelable, durable et vraiment réparatrice, c'est une bonne chose. Et l'autre effet qui se coule extrêmement sympa de cette révolution des algues, dans les pays en voie de développement en tout cas, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, dans les pays où on a développé les algues au cours des 30 dernières années, donc essentiellement la Tanzanie, un petit peu Madagascar, un petit peu le Mozambique, ou même en Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la grande partie des revenus vont à des femmes. Donc ça devient un vecteur pour, et ça intéresse beaucoup l'ONU aussi, pour émanciper les femmes, les autonomiser, parce que finalement c'est les femmes de pêcheurs qui au début, comme un revenu de complément, on va dire, pour le foyer, vont cultiver les algues. Donc les maris restent faire de la pêche, les femmes cultivent les algues, et puis petit à petit, il y a plus d'argent qui vient des algues, mais c'est les femmes qui savent le faire. Donc aujourd'hui, on a des écoles construites par des femmes sur l'île de Zanzibar. Et sur l'île de Zanzibar, qui est une île musulmane, traditionnaliste, assez paternaliste, 80% des revenus sont des algues vont aux femmes. Et ces femmes qui, de leur dire, n'avaient pas le droit de sortir de chez elles avant, à part pour les enterrements, aujourd'hui, elles font tourner le pays. Et est-ce que le réchauffement des océans, ça va avoir un impact sur tout cet écosystème dont tu parles? Très bonne question, Grégory. Je te remercie. Oui, évidemment, oui. Rien. Alors, encore une fois, on peut espérer déjà qu'on va réussir à limiter ce réchauffement un petit peu, de cette manière, à terme, en tout cas, grâce aux algues. Ah oui, grâce aux algues, peut-être. Ouais, non, alors, pas que grâce aux algues. C'est là où il faut être très prudent. Oui, parce que je voudrais pas qu'on soit dans l'inaction climatique. L'essentiel, il vient il va venir d'être extrêmement sage sur notre consommation de carbone. Il faut continuer à réduire autant qu'on peut, en parallèle et en plus. J'allais venir après. J'allais dire, est-ce que c'est une invitation à l'inaction climatique? Non, pas du tout, et surtout pas. Voilà, l'austérité carbone est nécessaire. En parallèle, on peut imaginer à terme, pourquoi pas, trouver des solutions liées aux algues qui vont éviter le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a déjà des actions extrêmement fortes sur les algues, on l'a dit. Après, elles disparaissent pas forcément. Elles disparaissent pour partie parce que même si depuis 2 milliards d'années, elles ont appris à résister à tout, là, ça va trop vite pour elles. Donc, c'est un peu compliqué. On voit un déplacement des populations vers le nord. Très clairement, les algues, certaines algues, celles qui grandissent en France notamment, elles aiment bien les eaux froides. Donc elle se déplace vers le nord, donc il est à parier que les grands pays de l'algue de demain, c'est le Canada, la Groenland, la Russie, toutes ces régions. Au Portugal, l'eau est froide. Voilà, où d'ailleurs, il y a peut-être... il n'est pas dans chaque crise, il y a une partie de l'opportunité, mais ça va libérer des espaces, notamment en Arctique, pour la culture d'algues. Ces glaces qui vont fondre, elles vont créer quand même des eaux très froides, qui vont être extrêmement intéressantes pour cultiver l'algue. Alors après, il y a des problèmes logistiques, des problèmes tout ça derrière, mais et puis il y a des eaux intéressantes en haute mer pour cultiver de l'algue. Donc il y aura un intérêt.
mais il y aura surtout un danger. Et encore une fois, il faut intégrer les algues dans notre panoplie. Hein. C'est pas du tout une panacée, c'est pas du tout... c'est dans notre panoplie de lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la plus grande ferme d'algues en haute mer qui se crée dans le monde, c'est au large de la Namibie, dans un endroit magique où en pleine mer, on a des nutriments énormes. Il faut voir donc que la Namibie, c'est le plus grand désert, mais qu'en face, il y a une espèce de prairie ultra fertile dans l'océan où rien ne pousse, faute de substrat. Donc il y a une ferme d'algues qui va se créer là-bas, un gars qui était chez Shell avant et qui a fait sa rédemption intellectuelle, qui a eu qui a décidé de sauver le monde et de continuer à le détruire, ce qui n'est pas idiot, et donc qui a levé beaucoup d'argent, hein, parce que tout le monde trouve son projet fabuleux, et sur la ferme d'algues, à la fin, outre le fait qu'elle va créer des ressources pour la Namibie, elle va créer de la nourriture pour l'Afrique, du textile, elle va absorber plus de carbone que l'intégralité des émissions des Pays-Bas, selon les premiers calculs. Donc on a quelque chose qui est intéressant. Ça ne suffira pas, évidemment, mais il y a une solution qui s'ajoute à toutes celles qu'on a. Et ça, il faut la garder. Donc oui, il y aura un impact, mais les algues, elles ont aussi un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. D'accord. Et on sait, non, on ne sait pas, c'est impossible de savoir jusqu'où on peut aller, quel est le pourcentage de la solution que les algues peuvent apporter, mais en fait on n'en sait pas vraiment. On n'en sait rien parce que c'est très complexe, encore une fois, de mesurer ces choses dans l'océan. On est au tout début. C'est étonnant parce que la révolution des algues, elle a commencé finalement il y a 10-20 ans, quand les gens se sont dit, le prix du pétrole était cher, les gens se sont dit on va faire du pétrole avec des algues. Alors ça a été une mauvaise idée. On ne fera pas de pétrole avec des algues, ou pas tout de suite en tout cas. Le taux de conversion est très très faible. Donc faire du pétrole avec des algues, ce serait un peu comme utiliser de l'or et faire du gravier avec. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec des algues, notamment nourrir des populations et soutenir une agriculture plus durable. Mais pas Ferrari aux algues. Pas la Ferrari aux algues. Non, il faudrait des centaines d'hectares pour que la Ferrari fasse 2 km, donc ce serait un peu dommage. Donc il y a des choses mieux à faire, quoi. Il y a d'autres façons de le faire mais en tout cas, il y a des, puis alors voilà, puis il y a un truc tout bête, mais quand on voit le problème de l'eau douce aussi sur Terre, quand on essore une algue, l'algue elle pousse dans l'eau salée, quand on l'essore, ce qui sort c'est de l'eau douce. Hein. Donc naturellement, ça va désaliniser l'eau de mer, l'algue. Donc c'est pareil, on va sur des trucs sympas. Ce qui est un vrai gros sujet. Hein. Un vrai gros sujet en soi, mais il y en a, mais tout ce que j'ai évoqué là, on pourrait faire une émission dessus, donc c'est compliqué. Mais et c'est très très dur de quantifier. Et encore une fois, le principal défi, et je ne cesse de dire, et je vais souvent dans des lycées parce qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant. C'est bien plus enthousiasmant que de faire une conférence en face du gouvernement français ou à l'ONU, de faire une conférence dans un lycée où on sent un déferlement d'optimisme et de joie face à enfin une solution. Et je leur dis, biologie marine, faites biologie marine. Voilà, j'ai fait récemment une conférence dans un lycée en Bourgogne-Franche-Comté, donc pas vraiment une région d'algues. Le prof de sciences naturelles m'a dit, mais j'ai 8 gamins qui veulent faire biologie marine, ça m'est jamais arrivé dans mon expérience. Je savais même pas que ça existait, la biologie marine. Voilà, comprendre ce qui se passe dans les océans. Si vous voulez changer le monde, il y a une grande partie du monde de demain qui va se jouer dans ce qui représente les 2/3 de nos océans. Et de notre planète, pardon. Et qu'on ne connaît pas du tout. Donc, si vous voulez faire un truc où il y aura toujours de la demande, où il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'investissements. Encore une fois, on a parlé de Bezos, mais tout le monde va investir dans les algues. On cherche, moi je ne cesse d'avoir des personnes qui me demandent comment investir dans les algues. Il y a beaucoup d'investissements, il y aura beaucoup de demandes. Le nerf de la guerre, ça va être qu'il y ait des gens pour comprendre comment ça marche. Parce que ça, on ne sait pas. Il faut comprendre qu'une algue, c'est extrêmement complexe. Une algue, si elle est attaquée par des bigorneaux, c'est un truc de malade. Elle va être capable de créer comme l'acacia avec la girafe. D'ailleurs, l'acacia est un descendant des algues, vertes, hein, donc il fait la même chose. Donc comme l'acacia, les algues, elles vont créer une toxine, elles vont prévenir leur petite copine de créer la toxine que le bigorneau, il aime pas. Et donc le bigorneau, il aura plus envie de les manger. et si ça suffit pas, l'algue, elle va créer une autre substance qu'elle va diffuser dans la mer, qui va appeler le prédateur du bigorneau. Donc elle va appeler le poisson ou le crabe mangeur de bigorneau pour qu'il vienne le manger. Wow. Donc toute cette complexité-là, on ne sait même pas comment ça marche. On sait que ça marche, mais on ne sait pas comment aujourd'hui. Toute cette complexité-là, il va falloir l'apprendre. Il va falloir des scientifiques, des gens qui aillent chercher, qui aillent comprendre ça. Aujourd'hui, on a la chance en plus en France d'avoir la station biologique de Roscoff, par exemple, le CNRS. C'est au niveau européen un des principaux pôles, si ce n'est le principal pôle de recherche. Il y a des gens de Corée qui viennent à Roscoff pour comprendre, et il y a une biodiversité là-bas qui est exceptionnelle. Le nerf, le secret, la clé, elle est là. La clé, elle est dans les investissements. Les investissements, ils vont venir dans la consommation. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer.
chaque fois qu'on mange et qu'on boit, on est un activiste environnemental. Et où est-ce qu'on peut acheter des algues d'ailleurs ? Dans tous les magasins bio, vous trouvez des algues. Il faut apprendre à les cuisiner. Il y a des super recettes d'algues sur Internet. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des algues. C'est super surprenant, c'est hyper innovant. C'est des goûts nouveaux. Il y a cette cinquième saveur, l'umami, qui n'existe nulle part ailleurs ou presque sur Terre. Mais donc on peut en acheter plein. Il y a plein de choses qui sont fabriquées à base d'algues. Il y a des filières à base d'algues qui se développent. Il y a des nouveaux projets. Faut être curieux. Je livre quelques clés dans le livre quand même, mais il y a plein de choses à faire avec des algues. Et nous, en tant que consommateurs, que citoyens consommateurs, on a un rôle essentiel à jouer de créer un marché. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande ferme d'algues en France, elle tourne à 10% de sa capacité parce qu'il n'y a personne qui leur achète leurs algues, au final. Parce que la première débouchée de ces algues-là, c'est alimentation, et il n'y a pas beaucoup de monde qui mange des algues en France, malheureusement. Donc voilà, donc il y a un déficit de recherche, un déficit de marché, un déficit d'investissement. Tout ça, on peut le mettre en marche. Et si on le fait bien, on va se souvenir de nous comme la première génération sur Terre à avoir nourri l'intégralité de la planète de manière durable et régénérative en luttant contre les grands maux de notre génération. Et ce combat pour les algues, pour moi, c'est vraiment un engagement intergénérationnel vers l'espoir et l'optimisme. On peut se souvenir de nous comme la première génération à avoir résolu ces grands drames de notre histoire. Et moi, je crois que tous ensemble, on peut vraiment y arriver. C'est fou. Merci beaucoup pour cette... En fait, t'es tellement emporté par ton sujet, c'est incroyable. Mais tout le monde est emporté, enfin, tous ceux qui me... moi, je t'écoute et je suis là, genre, waouh, mais faut que j'achète des algues. Mais il faut juste en parler, il faut aller voir, il faut être curieux. Voilà, et encore une fois, il faut fuir cette anxiété ambiante que nous diffusent les médias. Évidemment qu'il y a des gros problèmes et il faut en parler, il faut que tout le monde soit extrêmement conscient de tout ça et fasse attention, mais il y a aussi des solutions, il ne faut pas nous dire que c'est fini, il y a plein de solutions, les algues en sont une extrêmement sous-exploitée, c'est la plus grande ressource inexplorée, inexploitée au monde actuellement, les algues. Wow. Et elles ont la clé pour résoudre les grands problèmes de notre génération. Donc allons manger des algues et apprenons à cultiver les océans. Parfait. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Moi, je voudrais ouvrir la porte à une vraie gouvernance mondiale des océans. Et c'est ce à quoi je travaille à l'ONU, évidemment. Parce que je pense que... Tu crois encore à l'ONU, ouais ? Ouais, parce que oui, il y a quand même plein de choses qui sont... on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je crois surtout... l'ONU, il est ce que les populations en font. Je crois qu'on a les politiques qu'on mérite. Il faut que tout le monde se mobilise. Et on aura des politiques qui se sentiront investis. On aura une ONU qui sera efficace. C'est pas les autres. Moi, je trouve ça extrêmement déresponsabilisant de dire les autres, les politiques, les grands de l'agroalimentaire. On est les acteurs de tout ça. Donc, il faut qu'on se prenne en main. Je crois qu'il faut qu'il y ait une gouvernance au niveau des océans. Aujourd'hui, on a une agence internationale pour la sécurité alimentaire, pour la santé, pour les populations, pour les réfugiés. On n'a aucune agence pour les océans. On n'a aucune gouvernance pour les océans. On a un sommet à Lisbonne, là, qui va, espérons-le, initier quelque chose. Ce sera un chemin qui est long et complexe, mais il faut une gouvernance pour les océans. Il faut apprendre à planifier les océans, parce qu'une des raisons, si la culture d'algues elle ne grandit pas plus, aussi, c'est un manque terrible de collaboration entre les différents acteurs du secteur. Donc il faut vraiment des endroits. C'est pour ça qu'on a lancé la première coalition des acteurs de l'algue. On aimerait que les gens travaillent beaucoup plus ensemble pour que ce qui est fait à un endroit du monde puisse être répliqué, appris et développé dans l'autre endroit, et que ça aille beaucoup plus vite, parce que si on a mis 12 000 ans pour développer l'agriculture, on n'a pas 12 000 ans pour développer l'agriculture. Il va falloir qu'on aille beaucoup plus vite. Donc il faut qu'on se réunisse. Super. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.